Bonsoir à tout le monde. On va passer quelques instants ensemble. On va dire une petite heure pour commenter voilà l'actualité. Bonsoir à tout le monde. Je laisserai quelques minutes, comme vous connaissez la tradition, le temps de partager et surtout d'inviter le maximum de personnes possible. Partagez si possible dans les groupes. Invitez les autres sur Messenger, WhatsApp et autres. C'est très important. On va parler actualité. Les Africains, on est au 21e siècle. En 2019, malheureusement, on voit toujours beaucoup qui se comportent comme des enfants. Si vous regardez bien, voilà, l'actualité de ces derniers jours, il y a une vidéo qui circule sur la toile, d'ailleurs une, deux, trois vidéos je pense, où on montre un politicien italien. Lydie Foueken, merci, parce que je sais que je peux compter sur toi, ça c'est très important. Alors partagez le live massivement, partagez s'il vous plaît, partagez au maximum. Donc on va revenir sur cette actualité-là. Les Noirs continuent de se comporter comme des petits enfants, voilà, on va dire comme des grands enfants, c'est un peu comme un gaillard, un monsieur, je ne sais pas, de la trentaine, de la quarantaine, qui attend encore l'arrivée du Père Noël. Ça, c'est très, très grave. Les mêmes qui nous font du mal, les mêmes qui nous ont fait du mal, continuent de se comporter en Afrique comme des colons. Les mêmes Italiens, les mêmes politiciens italiens à l'heure actuelle, parce qu'ils veulent attirer le maximum d'Italiens à voter pour eux aux législatives, aux élections européennes qui arrivent, se servent de quelques vidéos sur l'Afrique, sur le franc CFA, ils balancent sur la toile et les Africains, quand on va dire que nous on est des êtres émotifs, on va se plaindre. Oh, c'est du racisme, mais quelque part, plus je vois ce genre de comportement de notre part, plus ça me pousse à croire que peut-être Sédar Senghor avait raison quand il disait que l'émotion est nègre et la raison est hélène. Je mets ça encore entre guillemets, ça c'est très grave. Les mêmes politiciens italiens qui ont évité, qui ont fait exprès de ne pas dénoncer l'ENI. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs multinationales italiennes qui sont installées en Afrique et depuis des décennies, qui pillent les sous-sols africains. Ils n'ont pas dénoncé ces multinationales italiennes, mais ils ont dénoncé le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. C'est beau d'ailleurs de le dénoncer. Je suis d'accord. Sur ce point-là, c'est un joli coup de com', c'est-à-dire, c'est important en ce sens qu'il y a plusieurs Italiens, peut-être des millions d'Italiens, qui ne sont pas au courant de l'existence d'une monnaie qu'on appelle le franc CFA. Pour ceux qui vont regarder la petite vidéo, ils vont se rendre compte, je parle de ces Italiens-là qui ignorent l'Afrique, et je peux bien comprendre qu'un Italien ignore plein de choses sur le continent africain, parce qu'il n'y a pas véritablement un lien historique entre l'Italie et l'Afrique. Je précise encore, hein, c'est la même Italie qu'on critique. Pour ceux qui sont en train de regarder, vous qui venez d'arriver dans le live, je vous invite à partager massivement. Salut mon commandant Calibri. À chaque fois que je te salue, c'est ça. Respect à toi, frangin. Et tu sais pourquoi. Voilà. Donc, je suis en train de dire ceci. On a beau critiquer l'Italie. Je rappelle ici que c'est le premier pays d'Occident. Je dis bien devant les États-Unis, devant la France, devant l'Angleterre. C'est le premier pays d'Occident qui investit le plus en Afrique. Plus d'11 milliards d'euros d'investissement italien en Afrique, notamment au Mozambique et en Égypte. Ils investissent beaucoup dans ces pays-là. Mais
n'oubliez pas, quand ils sont en Afrique, ils y sont pour leurs intérêts. Ils ne sont pas là pour l'intérêt de l'Afrique. Je rappelle ici, quand je donne ces chiffres-là, c'est pour faire comprendre à quelques nègres qui pensent qu'ils le font parce qu'ils adorent nos beaux yeux. Non. Les États-Unis ont des bases militaires en Afrique. À travers leurs multinationales, ils puisent le pétrole africain. Ils puisent toutes les richesses d'ailleurs. Il n'y a pas que le pétrole. Le bois, le cobalt, le coltan, tout ce qui va avec. Ils passent leur temps à puiser ces richesses-là chez nous pour engraisser leur économie. La France a encore fait pire. La France fait pire. Avec le franc CFA qui donne à la France plus de 500 milliards d'euros chaque année. Donc c'est normal. La France peut se permettre de payer même ceux qui ne travaillent pas. C'est normal parce que cet argent qui est dans le porte-monnaie, Jacques Chirac lui-même le disait, cet argent vient de l'exploitation depuis des siècles du continent africain. Il a été clair dans son discours. Donc, ce que je remarque ici, ce qui est choquant d'ailleurs, c'est que la même France qui puise depuis des siècles les richesses chez nous en Afrique, la même France qui continue de puiser aujourd'hui, on est en 2019, ne réinvestit pas le même argent en Afrique. C'est ce qui est contradictoire, ce qui est paradoxal. Or, l'Italie qui n'a pas officiellement, l'Italie n'a aucune colonie en Afrique, même si elle a tenté de coloniser l'Italie, elle s'est fait humilier. Les soldats italiens ont été attrapés, humiliés. Menelik a quand même dit, ok, vous avez tenté de coloniser, vous avez échoué. On a pitié de vous, on ne va pas vous tuer, on va vous rassembler quelque part. Ce qui est même drôle dans ça, c'est que les autorités éthiopiennes ici, après l'échec d'Adwa, la bataille en 1896, où l'Italie avait échoué lors de la colonisation, ce qu'il a fait de particulier, c'est que, bon, c'est l'habitude des Africains, on est comme ça, malheureusement, ça nous joue souvent des sales tours. Ils sont même allés jusqu'à créer un musée pour rendre hommage aux soldats italiens qui étaient sur le sol éthiopien pour défendre les intérêts de l'Italie. Cette armée qui tuait, la plupart, ils ont été attrapés. Mais comme dans la tradition africaine, on dit, tue ton ennemi ou bien attrape ton ennemi, mais ne l'humilie pas. C'est ce principe-là de la Mahat qui a été pratiqué. Ce qui fait que beaucoup peuvent se permettre des choses en Afrique, mais généralement, il est rare de voir des représailles, ou alors il est rare de voir qu'après avoir peut-être vaincu l'occupant, qu'on tente de l'humilier. C'est rare dans nos traditions. Dans la même Italie, qui n'a pas de colonie en Afrique, l'Italie n'a pas de franc CFA, mais l'Italie a quand même, n'oubliez pas, plusieurs multinationales qui exploitent le sous-sol africain. Pareil que la Suisse, dont on ne parle pas beaucoup. Vous avez vu récemment le scandale qui s'est passé. Pareil que le Canada, avec leur entreprise, leur multinationale Anglo Gold. En Suisse, c'était plutôt, il y a une autre, là, en Suisse, j'ai oublié le nom. Il y a tellement de multinationales comme ça. Ces politiciens italiens, ce n'est pas la première fois qu'ils font ce genre de discours. Ce n'est pas la première fois qu'ils parlent du franc CFA. Même si ça a eu un peu plus d'ampleur ces derniers temps, Kémy Séba s'en est félicité. Et moi, pareil, je m'en félicite parce que c'est un gros coup de com'. Beaucoup d'Italiens, par exemple, ne sont pas au courant. Mais remarquez une chose. Ils réagissent toujours à partir du moment où ils sentent que leurs intérêts personnels et égoïstes sont menacés. Quand il fallait aller attaquer la Libye, le maximum de likes, s'il vous plaît. Merci, commandant Calibri. Le maximum de likes et de cœur, s'il vous plaît. C'est très important. Partagez au maximum ce live. Partagez au maximum. Remarquez ceci. Ils ne s'indignent qu'à partir du moment où leurs intérêts personnels et égoïstes sont menacés. Ils ne le font jamais pour nos beaux yeux. Il n'y a que l'Africain, l'ignorant, le naïf, qui pense qu'on peut faire des choses pour ses beaux yeux. On est dans un monde de requins et c'est à chacun d'être jaloux de ses intérêts. Quand il fallait attaquer la Libye en 2011, ce qui s'est soldé d'ailleurs par l'assassinat de Muammar Kadhafi,
Il y avait la résolution 1973 de l'ONU qui stipulait que, bon voilà, l'OTAN peut intervenir en Libye pour rétablir l'ordre et surtout la démocratie. Le peuple libyen en a besoin. Kadhafi est là, ça fait 42 ans, c'est de trop. Pourtant, les Libyens étaient heureux dans leur pays. Même s'il y avait quelques débordements parfois, quelques abus de pouvoir, je suis d'accord. Ils ont décidé de pilonner la Libye. Ils ont décidé de tuer les Libyens, de bombarder la Libye. Et je rappelle que dans ces frappes, l'Italie faisait partie de la coalition des pays de l'OTAN qui ont frappé la Libye. Il ne faut pas l'oublier. Ils avaient frappé la Libye. Ils étaient d'accord qu'on frappe la Libye. Et quelques temps après, qu'est-ce qui se passe? La France, d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, regrette, et c'est les experts français qui en parlent, je l'ai lu dans un ouvrage, ce qu'on vous cache sur la France, tout ce que vous aurez voulu savoir sur la France dont on vous cache. Je vous donne le titre de l'ouvrage, et le nom de l'auteur s'appelle Pierre Douat, pardon. C'est un historien, c'est un critique historique, mais à la base, il est docteur. Il dit à l'intérieur de façon claire, depuis que la France a décidé de frapper la Libye, parce que les contrats avant étaient respectés, parce qu'il y avait au moins un gouvernement en Libye, mais depuis que le chaos s'est installé, ce sont des bandits, si vous voulez, ce sont les malfrats, ce sont des rebelles avec des armes en main qui contrôlent l'exploitation du pétrole libyen. Et ils peuvent donc vendre à qui ils veulent. Parfois, ils peuvent même brader juste pour avoir de l'argent pour acheter leurs armes. Aujourd'hui, résultat, la France achète 3 fois plus cher le pétrole en Libye qu'avant la guerre. Vous vous rendez compte? L'Italie aujourd'hui, pour avoir le pétrole libyen, paye plus cher que hier. Pourtant, la même Italie, la même France était là quand il fallait frapper la Libye. Ils se sont rendus compte de leur erreur. Je vous rappelle toujours ça. Ne soyons pas tout le temps dans la naïveté. Je vous dis, à partir du moment où ils se lèvent pour commencer à revendiquer quoi que ce soit, regardez bien derrière, c'est parce que leurs intérêts personnels et égoïstes sont menacés. Ils ne font jamais rien pour rien. Le peuple français qui se lève aujourd'hui, gilet jaune, et qui sont en train de revendiquer partout, c'est parce qu'ils ont senti que leur camembert est menacé, ils ont senti que leur vin rouge est menacé. À partir du moment où ils ne peuvent plus aller bronzer sur les plages un peu partout dans le monde, ils vont se lever, commencer à crier « Oh, les salaires sont bas, oh, il y a trop de migrants ». Mais les mêmes qui sont en train de descendre dans les rues actuellement en France pour dire que la vie est chère, il y a trop de migrants, les mêmes se lèvent pour défendre leurs intérêts. Ils auraient pu se poser la question, mais pourquoi depuis tant d'années les Africains quittent leur pays, risquent leur vie dans le désert et la mer pour arriver en Europe? Les mêmes, même s'ils sont conscients de ce qui se passe chez nous, ne dénoncent pas, ils se taisent. Parce que leurs intérêts personnels et égoïstes ne sont pas menacés. Pourquoi les mêmes Français qui sont descendus plusieurs fois dans les rues de la ville frontalière, pas de Calais, ils sont descendus plusieurs fois à Calais, exiger que le gouvernement français prenne ses responsabilités? Il y a trop de Noirs à Calais et ça fait que les touristes italiens du monde entier, d'ailleurs les touristes anglais, ne peuvent plus traverser pour venir se faire plaisir du côté français. Il y a trop de migrants. Quand on passe dans les rues, c'est sale. En plus, ils sont tout noirs. Ils font peur aux gens et tout. Pourquoi les mêmes qui sont descendus dans les rues à Calais pour demander que les Noirs rentrent chez eux ne sont pas descendus dans les rues comme ils sont en train de faire actuellement pour exiger que leurs dirigeants français laissent l'Afrique tranquille? Combien ont osé mettre le problème du franc CFA sur la table pour dire aux dirigeants français, s'ils viennent ici tout le temps, s'ils risquent, s'ils arrivent en France, c'est parce que derrière, ils n'ont plus rien et c'est le gouvernement français qui a siphonné toutes les richesses de leur sous-sol et qui impose les dirigeants chez eux, raison pour laquelle ils sont obligés de prendre la mer et le désert, tout ça, pour venir en Europe. Ils ne l'ont jamais fait. Je suis scandalisé de voir quelques nègres qui sont sur la toile, qui partagent la vidéo. Oh, voilà l'Italien qui a dit qu'il faut que la France arrête avec le franc CFA. Mais vous pensez que
l'Italie a quel pouvoir pour demander à la France d'arrêter l'émission du franc CFA? Ils vont continuer de fabriquer leur monnaie comme ils veulent. L'Italie n'est pas un pays qui décide en Europe. Je dis bien sûr rien du tout. Même l'Allemagne, qui est la première puissance d'Europe, ne décide sur rien. D'ailleurs, récemment, les Italiens, les Allemands ont demandé aux Français de déposer sur la table européenne, c'est-à-dire que de se libérer de ce qu'ils ont appelé de leur droit de veto. Parce que la France fait partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. La France a un droit de veto. Pourtant, l'Allemagne, pays le plus riche et le plus développé d'Europe, n'a pas le droit de veto. L'Allemagne ne peut pas peser de son poids au concert des nations. Pourtant, la France, elle, qui est soutenue d'ailleurs derrière par plusieurs pays francophones, elle peut décider. Et la France est le seul pays dans le monde qui détient les territoires sur tous les continents. C'est ce qu'on appelle les ZEE, Z2E, zone économique exclusive. Le seul pays, c'est la France. La France peut continuer d'émettre la monnaie, le CFA, et remplir son compte bancaire, les comptes d'opération et autres avec. Les Italiens n'ont aucun pouvoir. Ils ont d'abord des gros problèmes chez eux et ils se lèvent aujourd'hui. Ces dirigeants du mouvement 5 étoiles qui en parlent aujourd'hui, c'est parce que tu parles du G8. Le G8, ce n'est pas le G5. Le G8, ce n'est pas le G20. Je suis en train de parler des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est super puissance. La France, Russie, Chine, tout ce que tu veux. Ils sont 5, pas plus. Toi, tu parles du G8, ça n'a rien à voir. Ces mêmes Italiens aujourd'hui ont compris que il y a trop d'immigrés chez eux. Et même quand ils disent trop d'immigrés, les statistiques ne le prouvent pas. Ils ont compris qu'il y a trop de monde chez eux déjà. Dans toutes les villes italiennes, tu vas trouver beaucoup de Noirs, ce qui n'existait pas il y a peut-être 20-30 ans. À partir du moment où ils sentent qu'ils sont menacés sur leur territoire, ils sont envahis entre guillemets, ils peuvent maintenant se lever et commencer à dire que non, il y a trop de Noirs. Et toujours, ça arrive à partir du moment où ils ont senti que leurs intérêts personnels et égoïstes sont menacés. Ils ne le font jamais pour rien. L'Italie, même d'ailleurs sur place, un pays où les gens sont dans la merde, les gens vivent mal, les Italiens sont partout en train de fuir le pays pour aller à l'étranger se chercher. D'ailleurs, c'est un pays d'immigration. L'Italie fait partie des pays d'Europe où il y a le plus ses enfants à l'étranger. Ça fait partie même des premières, ils font partie des premières vagues d'immigration en France avec les Polonais, les Portugais, les Italiens, les Espagnols, tout ça. Mais comme c'est un blanc et la vérité sonne blanche, tout de suite, sur la toile, tout le monde est en train de s'enjailler. Oh, les Italiens ont parlé de ça. Les mêmes Italiens ont des entreprises, je dis bien des multinationales, qui siphonnent toutes les richesses du sous-sol africain à l'heure actuelle. Pourquoi ces politiciens italiens n'en ont pas parlé? C'est la question qu'un Africain doit se poser. Pourquoi il a préféré parler du franc CFA? Pourquoi ces mêmes dirigeants, ces mêmes politiciens italiens ont préféré soutenir les gilets jaunes? Il y a un but derrière, c'est précis. L'intérêt est calculé. C'est déstabiliser Macron, boycotter la France au sein de l'Union européenne. Il y a tellement de choses qui se passent derrière. Les mêmes Italiens, si tu leur demandes de citer, je dis même seulement, tu prends quelques exemples, le nom de 3-4 pays africains, ils ne connaissent même pas où l'Afrique se situe pour beaucoup. Or, c'est le même peuple méditerranéen, avec le Maghreb. Tu demandes à un Italien le Mozambique, il ne sait même pas où ça se trouve. Demande à un Italien où se trouve le Soudan. Ils ne sont même pas au courant. C'est pour ça que je dis dans un autre sens, oui, c'est une bonne chose. Parce que, bon, vu qu'il en a parlé, ça peut faire que plusieurs Italiens commencent à se poser des questions. Ah, mais c'est quoi le franc CFA? Ils vont peut-être aller faire une recherche sur Google pour chercher à savoir ce que c'est. C'est pareil en France. Quand on manifestait, il y avait un moment, je suis toujours avec ce même mouvement, l'urgence panafricaniste de Kémy Séba.
On faisait beaucoup de marches sur Paris. On faisait des marches partout. On a même fait des marches à Chamalières, à Clermont-Ferrand, là où la monnaie, le franc CFA est produit et tout. Ça avait aussi un but derrière, de montrer au peuple français que, effectivement, si nous avons des problèmes chez nous, c'est à cause de cette monnaie, en partie. Je ne dis pas que nos dirigeants sont parfaits. Je ne dis pas que le franc CFA est tout le problème. Mais c'est même d'ailleurs une question de dignité. Parce que c'est la seule région aujourd'hui dans le monde où on trouve encore une monnaie coloniale. Ça n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a qu'en Afrique francophone que ça existe. Donc on va continuer le live. Je pense que c'est très très important d'apporter certaines précisions parce que j'ai l'impression que les gens se comportent chez nous toujours comme des grands enfants. L'Africain toujours dans l'émotion. Moindre truc. Ah, mais vu que c'est le blanc qui le dit, c'est normal, on partage partout parce qu'un blanc a parlé de ça. Et vous croyez que les mêmes gens qui nous ont piétinés hier, avant-hier, les mêmes qui continuent de nous piétiner aujourd'hui viendront défendre nos intérêts. Pourtant, ces intérêts, c'est nous-mêmes qui devons les défendre. Donc, merci. Je vais prendre une minute pour souffler un peu. Le temps pour vous de partager massivement ce live. Il faut qu'il y ait le maximum de personnes possible. Partagez le live. Après, quand on va dire que les Africains sont dans l'émotion, on va se plaindre. Si c'était un Noir qui le disait, ça n'allait pas avoir la même portée. Mais comme c'est un Blanc, un Italien en plus, ça fait beau gosse et tout, il vient à la télé, il dit, bon, le franc CFA, ça commence à trop faire, et il prend le CFA, il déchire, on met sur la toile, tous les Noirs tombent derrière. Pourquoi le même ne parle pas des multinationales italiennes qui créent des guerres partout? On fait toujours preuve de naïveté. Toujours. Graham Deborah, j'espère que tu vas bien. Ça fait un bon moment d'ailleurs. Partagez le live, partagez. Je ne vois pas de cœur et tout, je ne vois pas les likes. Partagez. Donc je pense que c'était important de faire cette précision-là. Je voulais bien vous montrer la vidéo, mais je ne sais pas si ça va servir à grand chose, parce que je pense que beaucoup l'ont déjà peut-être fait, je crois. On va quand même regarder quelques secondes. Si vous n'avez pas vu la vidéo, la voici. Diciamo delle colonie, Franco SFA. Se non affrontiamo il tema della sovranità monetaria in Africa, qua non si ne esce più. Attualmente la Francia, vicino Lione, stampa la moneta utilizzata in 14 paesi africani, tutti i paesi africani della zona subsahariana, i quali non soltanto appunto hanno una moneta stampata dalla Francia, ma per mantenere il tasso fisso, prima con il franco francese, oggi con l'euro, sono costretti a versare circa il 50% dei loro denari. 50% de leur argent. Ça c'est très important, voilà les chiffres. Una cifra irrisoria fazio del debito pubblico francese, pari circa lo 0,5%, ma soprattutto la Francia attraverso questo controllo geopolitico di quell'area dove vivono 200 milioni di persone che utilizzano una banconota e monete stampate in Francia, gestisce la sovranità di questi paesi impedendo la loro legittima indipendenza, sovranità monetaria, fiscale, valutaria, la possibilità di fare politiche espansive, fino a quando non si strapperà questo che è una banconota, ma in realtà è una facsimile, una manetta nei confronti dei popoli africani. Noi qua possiamo parlare ore di porti aperti, porti chiusi, ma continueranno a scappare di persone, a morire in mare, a trovarsi altre rotte, a provare a venire in Europa. E per me, lo dico e l'ho detto anche al movimento, oggi è necessario per la prima volta occuparsi delle cause, perché se ci si occupa esclusivamente degli effetti si è nemici dell'Africa. Questa è la mia opinione. Merci. Graham Deborah. Graham Deborah, je n'ai pas dit le contraire. Hein. D'ailleurs, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai dit c'est un joli coup de com'. Les politiciens français n'en parlent pas parce que c'est normal. Il y va de leur survie. Aujourd'hui, imaginez si la France n'a plus le franc CFA. C'est ce que d'ailleurs ces politiciens italiens disaient. S'il n'y a plus le franc CFA aujourd'hui,
la France va passer de 5e puissance économique à 15e ou 20e. On dit la même chose. Mais comme c'est le blanc qui l'a dit, c'est très beau. Il faut que les Africains commencent à s'enjailler comme si, parce qu'il l'a dit, ça signifie que le franc CFA prend fin. Il y a un combat à mener et si ce combat-là, on ne le mène pas, j'avais déjà parlé ici plusieurs fois de ça et j'ai dit, il y a même plusieurs autres solutions. On n'est même pas obligé d'aller acheter des armes partout pour faire partie des bases militaires. On n'a pas besoin d'aller acheter les armes chez nos-mêmes ennemis pour mettre fin au franc CFA. Il y a plusieurs autres méthodes. J'avais parlé ici de l'utilisation de l'énergie naturelle contre l'énergie artificielle. J'avais déjà pris cet exemple et j'avais cité notamment le professeur Doumbi Fakoli, le doyen. Donc on va continuer le live. Partagez, hein, partagez, c'est important. Partagez. Voilà quelqu'un qui vient de dire, je suis avec ce blanc, mes félicitations. Bertie, l'Italie le fait aujourd'hui parce qu'elle paye les frais de la politique de la France en Afrique. Bah voilà. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est parce qu'ils sentent que si les migrants qui partent nombreux d'Afrique pour arriver sur le sol européen transitaient peut-être par un autre pays, qui n'est pas l'Italie d'ailleurs, un autre pays que l'Italie, pardon, ils n'auraient jamais parlé de ça. Ils en parlent aujourd'hui parce qu'il y a tellement de noirs sur leur sol et ça les énerve. On sait que beaucoup là-bas sont des racistes, pas tous heureusement, mais beaucoup sont des gros racistes. Et ça les choque, ça les énerve de voir qu'il y ait autant de noirs chez eux. Parce que je vais toujours dire une chose, même comme ça va choquer certains, ils préfèrent encore avoir les Arabes chez eux que d'avoir les Noirs. Parce que la tête des Noirs, ça ne marche pas beaucoup. Un Arabe encore peut fondre dans la masse, parce qu'un Italien du Sud ou bien un Espagnol du Sud, parfois, vu qu'il y a eu tellement de métissage dans la zone méditerranéenne, il y a souvent une difficulté. C'est souvent difficile de faire la différence. Il y a par exemple ceux qui se trouvent très au sud de l'Espagne, Granada et autres, Menoloun, toutes ces zones-là, Algeciras. Il y a parfois, c'est souvent difficile, tu peux voir quelqu'un de là et te dire il est espagnol, mais tu vois sa tête, il a la tête d'un Marocain. C'est souvent compliqué. Mais quand c'est un noir, ça se voit tout de suite qu'il est noir. Raison pour laquelle ils encouragent même le métissage entre eux, les Blancs et les Arabes. Ça, depuis des siècles, ils se mélangent. La France aussi en fait partie des pays du pourtour de la Méditerranée. Mais quand c'est un noir, ça fait problème. C'est à nous de comprendre ça. Comme les nègres aujourd'hui pensent que l'avenir de l'Afrique, c'est dans le métissage. Bon, ça c'est un autre sujet. Moi, j'aimerais dire quelques mots sur, déjà, hommage à notre frère Loïc, qui a été assassiné, je ne sais pour quelle raison, par plusieurs jeunes des cités. Et l'artiste ici, MHD, le talentueux artiste, est cité dans l'assassinat de Loïc Kamchouan. Donc, je voudrais d'abord rendre hommage à ce jeune garçon qui est parti très jeune, si tôt. Et surtout, dire ici, voilà, mes sincères condoléances à la famille, durement éprouvée. Mais je pense que, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu le direct déjà de Calibri hier. J'ai pris le temps de bien regarder le direct. Mais il parlait d'une marche, d'une éventuelle marche qui aura lieu peut-être d'ici quelques jours. On va voir. Le moment venu, j'aimerais bien être informé, mon commandant Calibri, de la date, de l'heure et tout ça. J'irai marcher comme tout le monde. On va aussi parler après de la marche du 26. Et je vais vous parler un peu de Paul-Éric Kinguet et sa position hier en ce qui concerne, on va dire, la timidité de Maurice Kamto. Comme on dit, Maurice Kamto est mou. Voilà, ça c'est le mot. Il est mou, d'après ce qu'il a dit hier. Voilà. C'est important. Et je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de choses qui arrivent chez nous. Et les gens ne s'intéressent pas beaucoup à ça. Je vais juste donner mon point de vue. Hein. Il y a tellement de choses qui se passent. Premier point, ce que je remarque d'abord de très négatif, c'est que hier, pendant que Calibri est en train de faire le live pour rendre hommage à Loïc Kamchouan et surtout à sa famille, qu'est-ce qui se passe?
Il y a beaucoup qui disent, ah, Calibri, tu nous perds le temps, dis donc. Toi aussi, arrête avec tes histoires là. Laisse-nous les wish là comme ça. Les enfants noirs qui sont nés en France là, ils ne sont pas comme nous. Laisse-nous revenir sur le Cameroun. Reconcentre-toi sur le Cameroun. Parle-nous du Cameroun. J'étais choqué quand je regardais ça, quand je lisais certains commentaires. J'étais choqué. C'est pas tout à fait faux, mais je pense que le moment n'est pas bien choisi pour tenir ce genre de discours. C'est clair que si c'était peut-être un blédard qui arrivait en France et qui peut-être mourrait de cette façon, je pense qu'il y a beaucoup de wesh, entre guillemets ici, de noirs peut-être nés en France, parce que c'est aussi vrai, hein, il y a beaucoup de noirs nés en France qui s'en foutent, qui s'en branlent complètement de la situation des noirs qui viennent d'Afrique. Heureusement, pas tous. Je prends encore l'exemple ici de notre frère Dre Boni, qui est né et grandi en France, mais qui se sent camerounais et qui en est fier même d'ailleurs. Mais tous ne sont pas comme ça, si vous les côtoyez. Je connais beaucoup de Camerounais. Ils portent le nom de, je ne sais pas, Kepchouang. Ils portent le nom de Haïti et autres. Mais né et grandi en France, dès que tu lui parles du Cameroun, c'est comme si tu l'agressais. Quand tu lui parles du Cameroun, c'est comme si tu l'insultais, il se fâche même. Il dit, bah oui, je ne casse pas les couilles, je suis français. Donc, mec, va te faire foutre avec tes histoires du Cameroun et autres. Ils sont comme ça. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui peut faire que un noir ne s'indigne pas de l'assassinat d'un autre frère noir sous prétexte qu'il est noir né en France et qui n'a rien à voir avec nous autres nés et grandis au Cameroun? Et d'ailleurs, si c'était même le cas d'un noir né et grandi en France, qu'est-ce qui peut le motiver à se foutre complètement, voilà, à se moquer même d'ailleurs de la situation d'un noir qui périrait par exemple en France dans ce genre, dans les mêmes conditions? C'est très très grave. Et je pense qu'on n'en a pas suffisamment parlé parce qu'il n'y avait pas deux races peut-être dans ce truc-là qui s'opposaient. C'est entre eux, les enfants noirs de France, que ça s'est passé. Mais je pense que si c'était peut-être un blanc qui avait poignardé ce jeune Loïc, on serait en train de parler d'une autre chose aujourd'hui. Je suis sûr que ça allait faire le tour du web. On allait tellement en parler. Il y aurait même peut-être eu beaucoup de manifestations. Il y aurait eu tellement de choses. Je pense encore ici à l'affaire tragique de Ziad et Bouna, ces deux enfants noirs, un enfant noir et un enfant maghrébin, qui s'étaient fait griller, électrocuter, voilà, dans un, on va dire un site où il y avait des trucs électriques et autres. Ils se sont fait électrocuter là-bas. Parce qu'ils étaient poursuivis par des policiers blancs, ils sont allés se cacher là-bas et malheureusement, ils en sont morts. Ça a fait un tollé, ça a fait des soulèvements. En France, pendant plus de 3 semaines, on a brûlé des voitures, brûlé le drapeau. Parce que derrière, c'est le blanc qui poursuivait un enfant noir et un enfant arabe. Mais quand ça se passe aujourd'hui entre nous-mêmes noirs, au lieu de dénoncer, il y a beaucoup qui estiment que, ah, dis donc, Calibri, tu nous payes le temps. Calibri, tu nous perds le temps, parle-nous plutôt du hold-up électoral. Je suis d'accord. Il faut se concentrer sur le hold-up électoral. Mais mes frères, on parle de la vie d'un individu. On parle d'un frère camerounais, on parle d'un être humain. On parle d'un enfant qu'on a accouché, la mère a pris des kilos, on l'a élevé, on a changé les couches, on l'a éduqué, on a tout fait. Et à 20 ans, tout d'un coup comme ça, on ne sait pas pour quelle raison, il est poignardé à plus de 20 coups de couteau. Imaginez un seul instant que ce soit votre frère. Imaginez un seul instant, c'était peut-être ton petit frère, ou bien ton grand frère, ou bien un ami, ou bien un voisin. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, ça arrive à tout le monde. Il y a beaucoup qui étaient là pour commenter. Ah, dis donc, tu nous perds le temps. C'est les enfants ratés de France, là, laisse-les comme ça. On ne tient pas ce genre de discours. J'ai eu plusieurs fois à faire des vidéos ici où je parlais, je dénonçais un peu le comportement des enfants noirs qui sont nés en France et qui parfois se moquent de nous. Nous, ils nous appellent des blédards, ils se moquent de nous, nous venus d'Afrique. Moi, je l'ai dit, c'est très grave. Parce que tu sois né en France ou ailleurs, ou du monde, que tu sois né en France, à partir du moment où tu es noir, n'oublie pas, tu es français de papier et tôt ou tard, ils te rappelleront. C'est aussi simple que ça.
N'oublie pas tes origines. Je te l'ai dit ici 1000 fois. L'anglais qui se trouve en Australie, l'anglais qui se trouve aux États-Unis, c'est qu'il est descendant d'anglais. Il te dit, je viens d'Angleterre, mes parents, mes ancêtres sont venus d'Angleterre. Voilà un cas pareil. J'espère que d'ici peu, on va peut-être organiser une marche pacifique. On va dénoncer, on va dire qu'on n'est pas content. Que ce genre de choses n'arrive plus dans notre communauté. J'aurais souhaité qu'un noir aille, je ne sais pas, comme on dit ici là, beaucoup, comme je vois beaucoup, aller faire du mal, je ne sais pas, aux autres, sous prétexte que on a insulté leurs croyances et autres. Je pense qu'il est beaucoup mieux de commencer, avant de poser tel ou tel acte, de commencer à se demander qui est-ce qu'on a en face. C'est important de se poser cette question. Même si je suis d'accord, je suis pour le respect des êtres humains. C'est le cas aux États-Unis. La plupart des massacres se font entre noirs. Mais le jour qu'un policier blanc tire sur un autre, tire sur un noir, on s'indigne dans tout le pays. Mais on oublie que derrière, il y a beaucoup de noirs qui tirent sur les frères noirs à cause d'un gramme de drogue. Pour un moindre mouf, un noir poignarde un autre. Parce qu'il a dragué ma copine, je sors l'arme et puis une balle dans la tête. Ça se passe tous les jours aux États-Unis. Parfois, on n'en parle pas. Parce que c'est entre nous. Il y a plusieurs raisons. Je ne dis pas que les parents de Loïc étaient des parents irresponsables. D'ailleurs, je ne connais pas ses parents. Mais je pense qu'il y a tellement de problèmes dans notre communauté auxquels il faut se pencher. D'ailleurs, même de façon urgente. Il faut se pencher de façon urgente sur ces questions. Calibri disait hier et avant, je l'ai toujours dit, le fait que l'éducation, parfois de nos enfants nés en France, le fait que beaucoup d'enfants nés en France soient abandonnés à eux-mêmes, peut conduire à cette situation. Je ne sais pas comment ça se gérait entre sa famille et lui, mais je pense qu'à partir du moment où il y a des mauvaises fréquentations, son fils revient de l'école à 16 h, il n'y a jamais un tonton à côté, ou bien maman, ou bien papa, pour dire à l'enfant, fais tes devoirs. Il n'y a personne pour dire à l'enfant, reste à la maison, lis, va t'instruire, peut-être va au cinéma. Il y a tellement de choses qui se passent. Hein. Je vais toujours parler, vous allez dire ce que vous allez dire, mais je vais toujours parler. Moi, je suis comme ça. Une maman qui se lève le matin, elle va au boulot. Il n'y a pas que le cas des mamans qui vont au boulot, qui reviennent à 22 h. Il y a aussi le cas des papas irresponsables qui sortent de chez eux le matin. Ils ne reviennent autour de 23 h parce qu'ils ont peut-être deux boulots ou peut-être parce qu'ils ont fini tôt. Ils ont fait un tour au bar, ils ont commencé à boire. Comme maman aussi qui peut peut-être aller au boulot. Et à 19 h, où il faut qu'elle soit chez elle, où elle doit être chez elle, pour aider ses enfants peut-être à faire les devoirs, à cuisiner pour sa famille, passer le temps à discuter avec les enfants, parce qu'autour d'une table, quand on mange ensemble, il y a une certaine harmonie et ça discute. Et c'est pendant ce repas de famille qu'un enfant peut peut-être dire « Maman, j'ai eu tel souci à l'école, papa, j'ai eu tel souci à l'école ». Mais quand les familles ne sont pas rassemblées d'abord autour d'une table et chacun se croise dans les couloirs, c'est un gros danger. Il n'y a pas de moment de cohésion, il n'y a pas le moment de communiquer. La maman est rentrée du boulot à 16 h. Elle s'empresse parce qu'il faut que le soir, elle aille dans ses églises de réveil. Toute la nuit, elle va aller chanter et danser. In Jesus' name. In mighty name of Jesus. Le travail que je cherche, les papiers que je cherche, les pasteurs sont là pour faire le travail. Vous abandonnez vos enfants. Au lieu de les amener dans les cinémas, au lieu de les amener dans des bibliothèques, au lieu de pousser vos enfants à s'instruire, à apprendre, non, ce qu'on trouve à faire, soit on discute avec une copine. Il y a même beaucoup, j'allais oublier, qui abandonnent leurs enfants parce qu'on part regarder les directs de Fleur de Lille. Elle met son truc militaire là, elle danse. Les gens regardent, ils sont contents. Il y a des gens ici, je ne veux pas citer le nom de quelqu'un, mais il y a des choses qui m'étonnent. Moi, je vais le matin à mon boulot, je regarde la même femme. Elle est amie avec moi, il y a beaucoup qui sont amis avec moi. La même femme est connectée sur le direct de Dre Boni. Elle regarde pendant 3 heures de temps. Je vais au boulot, je finis tout à la pause. Elle est en direct sur le but de Calibri. La même femme.
Dès que je finis, je suis en train de rentrer. Je suis dans les transports, je suis en train de lire. De temps en temps, ça m'arrive de regarder un peu mon téléphone. La même dame est sur le direct, peut-être, je ne sais pas, de Max. L'autre est sur le direct de Fleur de Lille. La même dame, il est minuit. Peut-être je rentre chez moi à 20h, 21h, je fais un live, comme je suis en train de faire à l'heure actuelle. Elle est dans mon direct. Toute la journée, elle est connectée. Il y a parfois, je me demande, tu as pris le temps, c'est à quel moment tu as pris soin de tes enfants? C'est à quel moment? Il y a beaucoup qui vont aller danser dans les églises de réveil. Le père rentre le soir et plus il y a des conséquences. Demain, on va se plaindre de la France. Non, le gouvernement français n'a pas fait son travail. Si le gouvernement français a fait son travail, ils ont la chance d'être nés en France. Ils ont les transports à côté, les enfants fréquentent à 2 pas de la maison. S'ils sont même un peu loin, ils ont des transports gratuits parfois. Ils ont tous les accessoires. Et en France, heureusement, on va beau dire que la France, c'est un pays de merde. Mais dans ce pays, si tu veux apprendre, tu as toutes les possibilités. Moi, j'ai été dans une école avec les gens qui ont 62 ans, qui ont 58 ans. Il y a beaucoup qui reviennent. Après combien d'années, après avoir abandonné? La France donne les possibilités à chacun d'apprendre. Le temps que tu n'es pas là, ton fils traîne en bas de l'immeuble. Mais il y a des gars qui sont là, soit dans les recrutements, qui sont spécialisés pour recruter les enfants des cités, pour les amener dans l'islam rigoriste. C'est pour ça que demain, tu entends un enfant camerounais qui était droit, qui était normal, s'est retrouvé en Syrie, il allait combattre. Il y a plein de trucs comme ça en France. Du jour au lendemain, l'enfant est devenu trafiquant de drogue. On ne sait pas comment ça a commencé. Je l'ai dénoncé ici plusieurs fois sur la toile. Et les premiers à me menacer, c'était les femmes. Beaucoup m'ont écrit inbox. Bertie, tu te prends pour qui? Hein? Moi, quand j'ai parlé ici, quand j'avais dit ici que beaucoup de nos femmes prennent l'argent des allocations de ces enfants-là, je parle, je sais ce que c'est. Je vis même d'ailleurs dans une cité. Et je vais à la rencontre de beaucoup d'enfants de cité. Au début, je vous disais ici, je pars même souvent rencontrer ces enfants. Il y a même d'autres au départ qui m'insultaient en me disant, mais ce bléda, il se prend pour qui? Il vient nous parler de l'Afrique, il vient nous parler. Moi, je leur demandais, je leur pose des questions. Et je le fais bénévolement, on ne me paye pas pour ça. Mais je suis soucieux. Quand je vois ces enfants dire qu'ils sont fiers d'être français, ce n'est pas un problème. Né, grandi en France, oui. Mais n'oublie pas, tu as une origine. Je lui demande, tu es de quelle origine? Tes parents à la maison, est-ce qu'ils te parlent de l'Afrique? Peut-être ces parents ne parlent pas de l'Afrique à leurs enfants parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas grand-chose de l'Afrique. Eux-mêmes, ils sont dans... Parfois, il y a certains qui sont dans l'aliénation. Comme il y a ceux, d'ailleurs, qui ont refusé même d'ailleurs, qui ont nié, comment dire ça, qui ont rejeté ce côté africain. Je vous avais raconté l'histoire ici d'une femme camerounaise qui est arrivée en France récemment, qui n'a même pas 10 ans sur ce territoire, qui a fait venir ses enfants par regroupement familial. Et les enfants sont devenus français. C'est-à-dire que quand tu arrives à la maison, tu es avec la femme, tu es avec ses enfants. Tu sens que les enfants là forcent l'accent français. Oui, bon, je te dis, voilà quoi. Donc on se disait, oui, ils commencent à faire des trucs. Moi, je suis un expert à la matière, je comprends. Je sais que l'enfant, si ça laisse, c'est entre nous. Il dit au gars, calme un peu, c'est entre nous. Laisse l'histoire que tu wattises là. On sait que tu es un blédard, tu es né au Cameroun, tu as grandi au Cameroun. Mais les enfants, parce qu'il y a les parents, parce qu'il y a les parents à la maison qui sont eux-mêmes aliénés, d'autres, eux-mêmes, certains parents qui ont même refusé ce côté camerounais, ils ont commencé à mettre dans la tête de leurs enfants que ils sont français et ils ne doivent pas traîner avec les Camerounais qui viennent du pays. J'avais osé parler à l'une. J'ai essayé de causer un peu comme ça. Elle me dit, je lui demande son numéro de téléphone. Elle me dit, bon, donne-moi un bout de papier et tout. En fait, je lui avais demandé son numéro. Elle a dit non. Elle m'a dit, donne-moi plutôt ton numéro. Je parle comme d'une vieille fille qui a peut-être 19-20 ans. Bon, comme ils font le combat pour venir en Europe, et comme mineur et autres, je mets le numéro de téléphone, elle prend le numéro et pas donné à sa mère. Tu sais, il y a un mec qui est venu ici, Bertie, tu sais, et en plus il m'a donné son numéro, il me drague. Elle est même chanceuse que je l'avais dragué. Je ne drague pas n'importe quelle femme d'ailleurs. Et le lendemain, on m'appelle au téléphone, monsieur,
Tu t'es permis de venir chez moi draguer mes enfants, mais tu ne sais pas que mes enfants sont français? Pour qui tu te prends pour parler à mes enfants? Mes enfants sont citoyens français. Ils n'ont rien à foutre avec les blédards qui viennent d'Afrique. Ne parle plus jamais à ma fille, ne parle plus jamais à mes enfants. Mes enfants sont français. Il s'agit de ces parents-là. Ces parents qui ont mis dans la tête de leurs enfants dès le bas âge qu'ils sont super français au-dessus de ceux qui viennent d'Afrique, comme ils aiment nous appeler les blédards. Ça, c'est très grave. J'ai dit c'est très grave. Après, ne vous étonnez pas que les premières générations, parce que beaucoup de Camerounais qui sont arrivés en France, heureusement à l'époque, il y a beaucoup qui sont venus pour les études. Ça, ce sont les premières générations. Donc, c'était des gens qui ont avait minimum un bac au Cameroun, qui sont venus faire les facultés ici. Ils sont venus, ils ont fait les études, ils ont fini. Beaucoup sont restés. Et il y a beaucoup qui sont rentrés au Cameroun aussi travailler. Cette première génération, il y avait beaucoup d'intellectuels. Ce qui fait que leurs enfants avaient relativement un niveau d'études très élevé. Et par la suite, maintenant, il y a eu beaucoup de Camerounais qui sont arrivés en Europe juste pour le travail. Vous venez chercher vraiment le travail, comme on dit. Genre, tu arrives le matin, on te dit nettoie le sol, tu nettoies. Porte le sac de ciment si tu mets là-bas. Porte le sac de ceci, tu mets là-bas. Les gars venaient pour travailler. Et ces mêmes gens ont fait beaucoup d'enfants en France. Et parfois, il y a beaucoup qui n'ont pas un certain niveau d'études. Beaucoup même ne savent pas lire et écrire. Et beaucoup de ces gens qui sont arrivés récemment sont incapables de lire un devoir, de bien comprendre l'énoncé et d'expliquer à leurs enfants ce que c'est, d'aider leurs enfants à faire les devoirs. Il y a beaucoup de parents qui ne sont pas capables de le faire. D'autres parce qu'ils n'ont pas le niveau, parce qu'ils n'y comprennent rien, et d'autres parce qu'ils n'ont même pas le temps. Ils vont aller danser dans les églises de réveil toute la nuit. Beaucoup vont aller dans les Nganda, dire comment, au Cameroun tu pouvais me parler. Hein? Au Cameroun j'avais l'immeuble 5 étages. Les gens comme toi j'embauchais. Tu es même d'ailleurs un clandestin. Voilà le commentaire dans les Nganda partout. J'ai pris Air Suisse pour venir en France. Hein? J'ai pris Air Cameroun quoi là? Non, Air Cameroun, je ne sais même plus si ces histoires-là existent. Ils ont l'interdiction d'atterrir en Europe. Il y a Air Suisse, Air France, voilà. J'ai pris Bruxelles Airlines et toi tu es un beau ailleurs. Tu es passé par la mer et le désert. Hein? Pourquoi tu peux te permettre de me parler? Et ils font comme ça, ils sont toujours en train de manger les ailes de poulet. Dans tous les restaurants, les Nganda camerounais, tu vas arriver là-bas. Ils sont assis, ils prennent quelques verres de vin, ils mangent les ailes de poulet, ils racontent leur passé. Au Cameroun, j'avais l'immeuble. Et curieusement, je n'ai pas encore vu un Camerounais en Europe qui était pauvre au Cameroun, sauf moi. Je reconnais qu'au Cameroun, je n'étais rien. Mais la plupart des Camerounais, toujours, ils avaient un beau métier au Cameroun. Et je ne comprends pas comment ils se sont retrouvés en France. J'étais commerçant au marché central, je tournais les millions. J'avais telle boutique, j'avais. Au final, ils ne sont rien. Donc, je reviens sur le truc juste pour expliquer que ce genre de comportement, ça peut être dangereux. On peut arriver, dans le cas de notre frère Loïc, parce qu'il y a une aliénation à la base qui a conduit à ça, parce qu'il y a une irresponsabilité de la part des parents, et les enfants nés et grandis en France ne sont pas comme nous. Nous, au moins, ça, on a connu la souffrance. Il y a tellement de choses qu'on connaît. Il y a tellement de pièges qu'on peut éviter. Mais un enfant qui est né en France, qui a grandi ici, qui ne connaît pas ce que c'est que mettre le plateau sur la tête, aller vendre la banane, vendre les colas pour gagner 200, 300, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Il ne faut pas parfois les en vouloir. C'est des gens qui sont parfois fragiles. C'est des gens qui sont parfois influençables. Je dirais même facilement influençables. C'est important de le comprendre. Tout le monde devrait s'indigner quand ce genre de choses arrive. Mais on a des gens plutôt qui trouvent que, de toute façon, on s'en fout parce que ils se prennent trop pour les Français, ils ne sont pas comme nous. Mais nous sommes avant tous Camerounais. De deux, nous sommes avant tous des Noirs. De trois, nous sommes avant tout Africains. Et même de quatre, nous sommes avant tout des êtres humains. Je vois les gens qui viennent mettre de ces commentaires dans le live hier. J'ai voulu passer, mais à un moment, il y avait des gens, j'ai dit, de toute façon, j'aurai l'occasion de revenir sur ça aujourd'hui. Quand je vais finir le boulot, je reviendrai dessus. Ils sont tellement influençables. Donc maintenant, on va parler du hold-up électoral. Je vous laisse partager le live. Hein. Juste une minute, le temps pour vous de partager.
En attendant, je vais regarder un, deux trucs. Partagez le live. Désaliénation mentale urgente de toute notre communauté. Les parents doivent s'éduquer eux-mêmes et connaître notre histoire. Si les gens ne veulent pas, tu ne vas pas les forcer. Chacun essaie à son niveau, hein, comme africain. Tu peux prendre le temps quand tu peux et de temps en temps, tu fais des trucs, voilà. Ceux qui veulent suivre vont suivre. Ceux qui ne veulent pas suivre, c'est leur problème. Il y a ceux qui... C'est pour ça, moi, souvent, j'ai des problèmes avec les gens. Parfois, j'ai des problèmes dans le milieu où je me trouve avec les gens. Il ne faut pas croire. Hein. Généralement, je ne suis pas quelqu'un qui s'entoure de beaucoup de monde. Je suis un peu parfois trop solitaire. Parfois, c'est dû au fait que parfois, avec les gens, j'ai du mal sur plein de choses. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être cons et fiers d'être cons. Il y a des choses pour moi. Par exemple, je suis souvent très très strict. Même quand j'ai en face de moi un enfant, il y a des trucs que franchement je ne tolère pas. Et encore moins avec des grandes personnes. Parce que quand on est grand, je pense qu'à un moment, on a quand même certaines facultés. Il est plus facile de comprendre certaines choses. Mais il y a parfois, tu te trouves avec des grandes personnes qui racontent des choses, qui balancent des choses comme des gamins. Et ils croient que parce que tu es plus jeune, peut-être tu as 29, 30 ans, tu dois accepter et tu dois croire ce qu'il te dit parce que tu es plus jeune. Il y a de ces trucs. Et quand je discute avec eux, ils vont dire le petit si il est prétentieux. Le petit si il est comme ça. Toujours en train de vouloir minimiser les autres pour se mettre au-dessus. Parce qu'on a 50 ans. Tu as 50 ans, qu'est-ce que je m'en fous de tes 50 ans? Mais je pense qu'à un moment, si tu veux parler, si tu veux apporter, par exemple, si tu veux défendre un point de vue, la moindre des choses, c'est d'avoir des arguments. D'un, de deux, il faut apporter des exemples concrets pour étayer tes propos. C'est comme ça qu'on m'a appris à discuter, c'est comme ça qu'on m'a appris à débattre. À partir du moment où quelqu'un te dit, tu n'as pas mon âge, et quand je te dis quelque chose, tu discutes. Il y a souvent, je me rends dans les milieux camerounais, je suis assis avec quelqu'un, il me sort un truc comme ça, et il croit que parce qu'il est plus âgé, je dois croire en ce qu'il me dit. Où sont tes arguments? Il n'en a pas. Où sont des exemples? Il n'y en a pas. Affirmation gratuite égale 0 sur 10. Tu as 100 ans, je m'en fous. Apporte-moi des arguments. Quelqu'un me dit, oui, les Africains, ils servent à quoi? Ils n'ont rien inventé. Les Africains sont ceci. Il y a souvent de ces trucs que je discute. Le droit d'aînesse, je suis d'accord. Je suis même d'ailleurs très, très respectueux. Le droit d'aînesse, je ne rigole pas avec. Mais je pense qu'il ne faut pas imposer son point de vue aux gens sous prétexte qu'on est plus âgé. Ça paraît complètement con. Ça paraît même contradictoire. Ça dit qu'il y a tellement de choses. C'est absurde. Et quand tu essayes même poliment de le recadrer, il sent que dans ce que tu dis, il y a l'argumentaire derrière. Non seulement tu es à l'aise sur ce que tu lui dis, tu prends des exemples concrets. Ça suscite tout de suite de la frustration. Et j'aime pas partager mon milieu avec les gens comme ça. J'ai l'impression que tu me ralentis, tu me tires en arrière. Je ne peux perdre pas mon temps avec des gens comme ça. Parfois, ils vont dire, ah non, il est ceci. C'est souvent le problème que l'autre ici avait beaucoup de gens en ligne, Serge Anango. C'est souvent ce problème-là qu'il a avec beaucoup de cons. Et je peux le comprendre parfois parce que tu n'as pas ce temps-là à perdre, tu n'as pas envie de t'entourer des personnes qui sont négatives. Et on a ce problème chez nous, c'est que voilà, on n'aime pas les gens qui sont brillants. Il y a des trucs qu'on dit, on veut t'obliger à croire parce qu'on est plus âgé. Mais tu es plus âgé, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai du respect, oui, pour la personne humaine, oui, mais si tu veux me convaincre, tu peux ramener des arguments. Donc, on va continuer. Vous avez suivi hier comme moi le live de Paul-Éric Kingué. J'étais content d'ailleurs de regarder ce direct. Il a dit tellement de choses, tellement de bonnes choses. J'étais content quand j'ai suivi le live. Mon souhait aujourd'hui, n'oubliez pas de partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live, c'est très important. Donc, partagez. Je ne vois pas de like, je ne vois pas de cœur. Il a dit quelque chose qui était très, très important. Quand Paul-Éric Kingué dit ceci, le professeur Maurice Kamto, son excellence, est mou.
Je suis d'accord avec Eric Kinge. Quand il dit ça, il a raison. Et je vais vous expliquer pourquoi il a raison. Quand Eric Kinge dit ceci, sachant que j'ai gagné l'élection présidentielle, j'aurais été à la place du professeur Maurice Kamto, je ne serais pas descendu de l'avion à l'aéroport de Douala, me rendre au siège du parti et après rentrer chez moi. En tant que vainqueur de l'élection, j'allais tout simplement bloquer tous les 4 coins de Douala, j'allais manifester, j'allais m'asseoir et dire j'ai gagné. Et le peuple camerounais allait être derrière moi et on allait faire sortir Biya, faire Biya partie de Toudi. Je dis, à un moment, il faut arrêter avec les discours, il faut arrêter avec la complaisance, il faut arrêter avec les mots pour plaire aux gens, tout ça. Il faut arrêter avec le populisme à un moment. Il faut taper le poing sur la table. Je pense qu'il est important de dégager ces gens-là en usant un peu de force. Eric Kinge a raison quand il dit que le professeur Maurice Kamto sur ce coup-là a été mou. Et c'était l'une des rares occasions. Je pense que s'il le faisait, le peuple camerounais allait se mettre derrière lui. Et aujourd'hui, peut-être, on sera en train de parler de Biya au passé. On sera en train de parler du régime actuel au passé. On est toujours dans les discours, et au final, ça ne change rien. Et il y a beaucoup de trucs qu'il a parlé, il y a beaucoup de trucs, et je peux confirmer parce que Eric Kinge, c'est un enfant de la maison. Il m'a vu grandir. Il est de Njombe Pendia, donc ma ville où je suis né, où j'ai grandi. En 2008, quand on l'attrape, quand il est injustement arrêté pour être incarcéré, c'est devant nous à l'époque 2008, je crois, je fais classe de terminale. Oui, je fais terminale à l'époque, je crois. Et voilà, tout ce qui s'est passé, même quand il dit que il y a beaucoup qui ont trouvé que c'était exagéré. Quand il dit Njombe Pendia, moi Eric Kinge, après Dieu c'est moi, quand il dit ça, il a raison. Pour ceux qui ne connaissent pas Njombe Pendia, moi je vous le dis, je viens de là. Quand Eric Kinge dit Njombe Pendia, j'ai battu campagne 45 minutes, j'ai remporté l'élection devant le préfet, le sous-préfet qui avait battu campagne contre moi. Pourtant, je faisais partie du RDPC. Il a raison, je suis témoin, je l'ai vécu. Et il y a beaucoup qui sont en train de me regarder, qui sont de Njombe, qui peuvent le témoigner. C'est un garçon qui a... C'est-à-dire qu'il a quelque chose en lui. Il a quelque chose en lui de spécial, ce garçon. C'est pour ça que je me dis, le MRC a tout intérêt à garder Paul Eric Kinge à ses côtés. J'ai vu hier, il y a eu quelques petits décalages. Il y a Yves Lablon qui dit Maurice Kamto est juridique. Bon, il est, comment dire ça, il est légaliste, voilà. Il est légaliste, mais je pense qu'il est encore peut-être trop légaliste. Et à un moment, il fait preuve de timidité. Il faut qu'à un moment, tu dises, sur la base des PV, j'ai gagné. Comme c'était le cas, il était sûr de lui qu'il a gagné l'élection. Et il y a eu plusieurs preuves. Il aurait pu en profiter. Pourquoi pas tenter un soulèvement? Parce qu'au moment où il est en train de se taire, au moment où il se tait comme maintenant, les gens sont, ça n'a pas empêché que les gens meurent en région anglophone. Hein. Bien depuis le mois d'octobre, novembre, tout ça, il a gagné. On est en janvier, ça fait 3 mois. Nos frères ne font que mourir. Or, il aurait fallu qu'il se bouscule un peu, qu'il se bouge un peu, qu'il sorte de sa zone de confort pour que la paix revienne au Cameroun. Peut-être aujourd'hui, ce qui est sûr, s'il avait pris le pouvoir, au moment même où il prend le pouvoir, après avoir tenu son premier discours, tout ce qui se passe en région anglophone à l'heure actuelle aurait cessé. De façon claire. Parce que le problème anglophone au jour d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent rien traiter avec le régime actuel. À partir du moment où on a un Maurice Kamto, président, c'est évident que les choses changent. Kinge a une force pas possible. Les gens ont pensé hier, oui, c'est quelqu'un qui est arrogant, oui, il est un peu comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'il est arrogant que tu t'arrêtes sur la forme, il faut regarder le fond. Il faut regarder le fond. Quelqu'un peut être à un moment arrogant, il peut raconter souvent des trucs pour se mettre en avant, comme on dit, oui, il est imbu de sa personne et autres. Mais arrêtez-vous toujours sur le fond. Quand il dit que les gens travaillaient à la PHP, touchaient 18 000 francs de salaire, mais grâce à moi, Paul Eric Kinge, les salaires ont augmenté. Ils sont passés de 18 000 à 25 000, 30 000, 40 000 jusqu'à 50 000, 60 000.
Je peux vous le confirmer, c'est vrai. Je suis de Njombe Pendia. Je connais bien Paul-Éric Kingé. C'est les amis d'enfance à mon grand frère. Il a fait Njombe Pendia, tout ça. C'est un enfant du village, comme on dit. Quand Paul-Éric Kingé annonce son arrivée dans un coin de Njombe, il suffit qu'il dise maintenant, je serai sur tel point, à telle heure, je dis, les mamans sortent de la maison de partout avec l'arbre de paix. On cherche Eric Kingé. Il y a même les mamans qui portent les ignames sur la tête, d'autres portent le maïs. On cherche Eric Kingé pour lui donner. Quand il dit qu'après Dieu là-bas c'est moi, il n'a pas tort. C'est un garçon qui a fait beaucoup de choses dans cette localité. C'est même d'ailleurs pour ça qu'on l'a arrêté. Le fond du problème même c'est ça. Parce que quand il était maire, il y a tellement de choses qui se passent dans cette localité. Il a osé dénoncer et faisant partie lui-même du RDPC. Il a dit, c'est pas parce que je suis du parti au pouvoir que je vais accepter cette injustice. Partagez s'il vous plaît, continuez de partager le live. Partagez le live. Il a dit, les salaires, pourtant il y a beaucoup d'autres qui sont arrivés avant lui, qui étaient du RDPC, qui étaient tantôt ceux du village, qui étaient tantôt des étrangers et autres, des allogènes, on va dire. Bon, ils ne sont pas étrangers dans leur propre pays. Il y a beaucoup qui étaient arrivés comme ça et qui prenaient l'argent, ils mettaient dans leur poche et voilà, ils construisaient leur maison, ils faisaient ceci. Eric Kingé est arrivé, il a dit, je ne suis pas là pour me faire plaisir, je ne suis pas là pour m'enrichir, mais je suis là pour que les choses changent. Et la société qui est installée chez nous, qu'on appelle PHP, Plantation du Haut-Pendia, quand il dit que les salaires ont changé, c'est vrai, j'ai travaillé dans cette entreprise. Je précise bien, sortant de l'université, je suis arrivé dans cette entreprise. J'avais besoin d'argent. J'ai dit, de toute façon, je vais plier les manches. Je suis entré dans la bananerie comme tout le monde et j'ai travaillé. J'ai encore mes fiches de paye où on me donnait 28 000 le mois. 30 000, 40 000. Et je dis encore, c'est mieux. Parce qu'il y a beaucoup qui ont travaillé là-bas qui touchaient 18 000, qui touchaient 20 000. Mais à partir du moment où Paul-Éric Kingé est arrivé, il a dit, les choses vont changer. Ça ne sera plus jamais comme avant. Il a pris le contrôle. Il y a des travaux qui ont été faits. Il y a plusieurs choses qui ont changé. Et cette entreprise, faites attention, c'est la plus grande entreprise privée du Cameroun. PHP. Je ne sais pas si ça a changé. Il y a CDC, mais CDC c'est parapublic. Mais j'ai dit au niveau du privé, il n'y a pas une entreprise au Cameroun plus grande que la PHP. Plantation du Haut-Pendia. Ils produisent tout ce qui est banane. Ils produisent les ananas. Ils produisent aussi les poivres. Les poivres, comme vous voyez aujourd'hui, le poivre le plus cher sur le marché mondial. C'est le poivre de Pendia. Ça vient de chez moi, j'en suis fier. Ça vient de ma terre. Le poivre, ils produisent aussi ce qu'on appelle les rambotans. Il y a quand même pas mal de trucs comme ça qu'ils produisent. Tout ce qui est fruits en fait. Ils produisent aussi même des fleurs. Il a décidé, il a dit, parce que cette entreprise reçoit, non seulement le président de la République lui-même a ses intérêts dans cette entreprise, la majeure partie des ministres du gouvernement ont leurs intérêts dans cette entreprise. Et le propriétaire, c'est un Français, c'est la famille Fabre. Ils sont basés ici à Marseille. Ils sont basés à Marseille. J'en suis fier, le meilleur poivre du monde, c'est le poivre qui vient de chez moi. La meilleure banane du monde, c'est la banane qui vient de chez moi. Njombe en avant. Voilà. Ils ont leurs intérêts là-bas. Et à partir du moment, ça dit que c'était le sujet qu'il ne fallait surtout pas toucher. Quand tu étais maire, député et autres, non. Quand tu arrives, c'est un sujet, ça dit qu'on dit PHP, il ne faut même pas y toucher. Mais Eric Kingé est le premier qui est arrivé et qui a dit, cette affaire s'arrête maintenant, donnez les salaires décents aux travailleurs. Et en tant que maire, il a fait bouger les choses. Donc à un moment, quand Eric Kingé dit certaines choses, dans son parti politique, dans tout ce qu'il a fait par la suite, d'ailleurs on l'a incarcéré pendant je ne sais pas combien d'années, 8 ans, il a perdu son fils. Étant en prison, il n'a même pas eu le droit de venir faire son deuil. Et quand il disait respecter les politiciens camerounais, il a raison parce que être politicien au Cameroun,
Être de l'opposition au Cameroun n'est pas évident. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il aurait pu prendre l'argent depuis beaucoup de temps, se taire comme beaucoup d'autres ont fait. Mais quelqu'un qui a autant de... Bon, les Feyman, il n'y a pas de Feyman chez moi. Hein. Il n'y a pas de Feyman chez moi. Je sais que les enfants de chez moi sont travailleurs. On a un peu collé cette étiquette. Bon, il y a même d'autres cons qui en sont fiers. Je suis du Mungo. Le Mungo, chez nous, il y a beaucoup de Feyman. Il y a beaucoup de connards qui disent ce genre de choses. Les enfants du Mungo, la plupart, c'est des travailleurs. Tu ne pourras pas voir un seul enfant du Mungo. Même si tu le jettes, je ne sais pas, en Alaska où il fait moins 40. Même avec le froid de là, un enfant du Mungo ne meurt jamais de faim. Parce qu'on a développé cette technique-là de survie depuis notre terre. Et au Mungo, les enfants ne manquent de rien. Il y a beaucoup de choses là-bas. Voilà. On va dire que on est bien, entre guillemets, même si on n'a pas tout. Mais les enfants de là, ils ont quand même une certaine fierté. Les Feyman, il y en a comme partout. Hein. D'ailleurs, ceux qui dirigent le Cameroun, les vrais Feyman du Cameroun, ceux qui sont ici à Yaoundé, qui détournent les milliards depuis beaucoup de décennies, ne viennent pas du Mungo. Il y a très peu d'enfants du Mungo d'ailleurs qui ont occupé les positions, les postes de responsabilité dans notre pays. Beaucoup, c'est des débrouillards. Donc, on va continuer sur Eric Kingué. Je pense qu'il a tout intérêt à rester avec Maurice Kamto. Je crois même d'ailleurs, d'après ce qui a été annoncé, il dit qu'il attend juste le coup de fil du professeur Maurice Kamto. Si le feu vert est donné, à partir de samedi, ils seront tous ensemble dans les rues du Cameroun avec l'honorable Ninche, Maurice Kamto et Fogué. Ils sont nombreux. Et ce n'est que mon souhait, raison pour laquelle je profite encore. Je profite une fois de plus ici pour appeler les femmes camerounaises, vous qui regardez le live. Si vous voulez que les choses changent au pays, si vous n'êtes pas sur place au pays, même si vous êtes à l'étranger, même si vous êtes sur place au pays, essayez de relayer l'information au maximum. Passez le message aux autres. Quand c'est le Congo, ça, tout le monde est au courant. Mais quand il s'agit de passer un message important comme celui-ci, il y a beaucoup qui vont dire, je n'ai pas de WhatsApp, je n'ai pas de Messenger, je n'ai pas... Mais quand il s'agit d'un Congo, ça, tout le monde est au courant. Faites donc ça sous forme de Congo, ça. Que tout le monde se rassemble là-bas, qu'il y ait marche. Je ne sais pas qu'au bout de 2-3 jours, qu'on paralyse tout le Cameroun et que ce gouvernement de bandits qui sont installés, qu'ils dégagent. C'est le souhait de tout Camerounais. Tout Camerounais normal. Parce qu'il y a d'autres, il y a du mal à les comprendre. Et ça va être un véritable test. C'est grâce à cette marche-là qu'on comprendra plein de choses. Est-ce que les Camerounais actuellement sont prêts au changement? Est-ce que les Camerounais, je veux dire surtout les Camerounais qui sont sur place au pays, est-ce qu'ils veulent que les choses bougent? Parce que c'est l'occasion de se lever ou jamais. C'est l'occasion de se soulever et faire partie de ce gouvernement ou jamais. Il y a toujours les cons, comme Karine Gambette qui me disait, il y a des gens qui pensent que je ne dois pas me défendre, je ne dois pas défendre les intérêts de mon pays, je ne dois pas. Il y a beaucoup de ma famille qui m'appellent pour me dire, mais tu sais dans quelle merde tu t'es mis, tu as attaqué les gens de... Tu sais que la politique, qui ne fait jamais mettre... Mais les gens font comme si ceux qui font politique sont des monstres. Ceux qui font politique sont ceux qui viennent d'une autre planète. Les gens m'appellent pour me dire, mais tu as osé toucher des sujets politiques. Mon fils, je t'avais dit qu'on ne fait pas la politique. On tue les gens, on a tué la pyro, on a fait ceci. Mais il y a de ces trucs. Si tu n'es pas concerné par ce qui se passe chez toi, la politique, c'est là de gérer la cité. Et en tant que citoyen, tu dois te sentir concerné. Ceux qui font politique et qui sont assis à Yaoundé ne sont pas des monstres. Ils ont les pieds comme toi, ils ont la tête comme toi. Pourquoi ce sont eux qui doivent oser en parler et les autres ne doivent pas en parler? Parce qu'ils sont qui? Parce que le Cameroun leur appartient à eux seuls. Quand vous reculez de cette façon, vous leur donnez raison. Quand vous reculez de cette façon, ils prennent encore beaucoup de galons. Ils profitent de ça pour nous écraser. Parce qu'ils savent que derrière, pardon, ils savent que derrière, il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas de répondant derrière. Ils savent que vous allez juste parler entre vous et puis vous allez vous arrêter là, sans jamais rien faire de concret.
Il faut qu'à un moment, les gens commencent à penser que la politique n'est pas faite pour les autres. Et Kanga Wilfried a montré l'exemple. On n'a pas besoin d'avoir 40, 50 ans pour faire politique. Biboum Nissa qui est au Cameroun montre l'exemple. Cabral Libi a montré l'exemple. Là, je lui tire un grand coup de chapeau. Il a fait croire aux jeunes qu'on peut partir de rien, devenir un véritable homme politique, devenir un leader. Il y a tellement de trucs comme ça qui se passent. Ils ont montré le chemin aux autres Camerounais. Pourquoi toujours penser que pour faire politique, il faut avoir 50 ans? Les gens m'appellent, je leur dis, c'est que ce soit la dernière fois, ne m'appelez plus jamais pour me parler. Ne m'appelez plus jamais. Ah bon, Rita, si tu regardes le direct, s'il te plaît, ne me trouble pas. Donc, on va continuer le live. Très, très important. J'ai rendu déjà hommage à la famille de Loïc. Ça, c'était l'une des parties les plus importantes à aborder. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques invitations. Avant de conclure, pardon, avant de conclure, je vais voir si je peux prendre une, deux invitations. Alors, envoyez vos invitations. Une seconde, s'il vous plaît. Continuez de partager le live. Un chat dans la gorge. Partagez le live. Alors là, je vais conclure. Et je vais commencer à donner la parole. Si vous voulez passer, envoyez votre invitation. Ninte et Oshi ont été arrêtés. Graham Deborah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je ne suis pas bon? Graham Deborah. Pendant que vous regardez aussi le live, vous êtes en train peut-être de boire du bon vin, je n'en sais rien. Sauf que j'ai pas de camp pour voir ce que vous faites derrière. Alors, il y a quelque chose d'autre à préciser, très très important. Si un Camerounais se lève et descend dans les rues le 26, tout simplement parce qu'il veut installer Maurice Kamto au pouvoir, il s'est trompé. Descends dans les rues d'abord pour toi, pour ton intérêt en tant que Camerounais. Descends dans les rues parce que tu veux que les choses changent dans ton pays. Ne descends pas dans les rues pour Maurice Kamto. Il n'est pas le seul Camerounais, il n'est pas super plus que les autres. Il est Camerounais comme tout le monde. Descends dans les rues d'abord en tant que Camerounais qui veut le bien et qui veut le changement
dans son pays. Alors, bonsoir, mon frère. Bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Super. Ah, en tout cas, c'est quand même intéressant de t'écouter, de suivre tes lives. Bon, c'est vrai que je suis pas très fréquent. Je t'écoutais beaucoup plus auparavant. Bon, aujourd'hui, j'ai encore dit, bon, il faut que je regarde la page du frère, ce qu'il a encore dit de nouveau. Et là, je suis tombé sur ton live et c'était vraiment très intéressant, surtout les thèmes que tu as abordés concernant les jeunes en France, les jeunes africains. Et bon, voilà, quand tu as abordé un tas de trucs intéressants, mais le sujet sur lequel je veux m'arrêter, c'est en fait celui de Maurice Kamto et Paul-Éric Kingué. Parce que Paul-Éric Kingué lui a dit que Maurice Kamto est mou. Bah là, je suis pas tout à fait d'accord. Bon, c'est vrai qu'il y a une certaine passivité du côté de Maurice Kamto parce que si vraiment il avait essayé de façon politique, on le sait tous comment faire pour mobiliser les populations dans une passivité aussi, parce que lui-même il est juriste, il sait comment tenir les lois, il sait comment manier les lois pour pouvoir transmettre un certain message à la population. Il a dit, bon voilà, il se pourrait qu'on a gagné les élections, mais la corruption qui est installée en place ne nous permet pas d'avoir gain de cause. Justement, comme ça, il faut vous mobiliser de telle façon. Mais lui, il a été muet, il n'a rien dit. Donc, il nous a un peu laissé, en fait, nous, ces électeurs, il nous a un peu laissé livrer à nous-mêmes, quoi. On n'a pas vraiment eu le choix, on n'a pas vraiment su ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il fallait aller jusqu'au bout? Est-ce que si on partait dans les rues, bon, je dis ça, je ne suis pas au Cameroun actuellement, je suis en Allemagne. Mais ce qu'il a dit, c'est que, bon, voilà, au début, après les élections, peut-être 2 jours après, il a dit, bon, je suis le vainqueur. On attendait déjà beaucoup plus parce que tout le monde savait qu'il devait avoir une petite magouille, comme ça a été toujours le cas. Mais là, on a eu vraiment on a eu un espoir de changement. Le seul changement qu'il a fait, c'est le changement de l'opposition. Il a donné une nouvelle opposition au Cameroun. Bah, ça ne nous avance pas grand-chose. Ce qu'on veut, c'est un changement, pas le changement d'opposition. Ce n'est pas le changement de camp de bataille. C'est en fait ce qu'il nous a donné. Bon, c'est vrai qu'après les élections, il a fait son discours. Bah, tout le monde était fier. Il a même pu appeler le Conseil constitutionnel. On a vu les gens de Paul Biya qui sont exprimés, les Paul Atangandi, le ministre de la Communication, bref, l'ancien ministre de la Communication. Bref, il a fait peur dans le camp du RDPC. Du coup, les électeurs qui sont en fait à 80% de la population camerounaise, y compris ceux-mêmes qui n'ont pas voté, ils attendaient déjà quelque chose de nouveau. Tout le monde était sûr que, bon, si même, malgré tout ça, Paul Biya parvient quand même à gagner les élections, il y aura quand même quelque chose qui va se passer. Ce qui est sûr, ça ne va pas rester comme les années précédentes où les élections sont, bref, les résultats sont déclarés aussi de façon à ce que le peuple n'ait pas un mot à dire concernant les magouilles. C'est vrai qu'auparavant, c'était un peu différent parce que l'opposition, ce n'était pas une vraie opposition, mais cette année, autrement dit, les élections précédentes, on attendait beaucoup plus au niveau de la population parce que le camp, je ne sais pas comment expliquer ça, Maurice Kamto, ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a donné un certain espoir que les Camerounais n'avaient plus, avaient perdu. Il a fait renaître cet espoir. D'accord, mais comme tu viens de le dire toi-même, c'est pas ça qu'on attendait de lui. On attend un vrai leader qui, à un moment, prend des décisions et tape la main sur la table en disant il faut que ça cesse. Malheureusement, on n'attend pas de lui. Il est toujours dans les discours, il est dans la légalité. Il fait l'effort de ne pas tomber dans les petits pièges. Il ne fait pas vraiment une prise de position. Je tombe dans le piège comme vous avez tendu, que vous avez tendu. Et ça sort comme ça sort. En tant que bon Camerounais, tu te dis à un moment, mais ça sort comme ça sort. C'est tout. Voilà. Mais il y a un deuxième point que je veux aussi un peu aborder sur la passivité de Maurice Kamto. Est-ce que ce n'est pas bénéfique pour le Cameroun? Je ne dis pas qu'il a raison d'être silencieux, mais je me demande si ce n'est pas bénéfique. Je te réponds tout de suite. Ce n'est pas bénéfique. Pourquoi? Parce que est-ce que depuis qu'il est calme, les Camerounais ne meurent pas au quotidien? Bah non, ça c'est clair. Depuis qu'il a dit, OK, voilà, je ne vais pas traverser le corps des Camerounais pour aller au palais, on comprend. C'est même d'ailleurs très beau comme discours. Mais au moment où il est en train de parler, nos frères sont en train de mourir en région anglophone. Voilà. Il est indirectement
responsable, même si le vrai responsable, c'est le régime de Yaoundé. Mais je pense qu'à un moment, s'il avait pris la décision de bousculer les choses, de taper le poing sur la table, et que par la suite, ça s'était soldé peut-être par son installation au pouvoir légalement, et même légitimement, parce qu'il a gagné cette élection. Je pense que tout de suite, on aurait fait un stop depuis. La guerre en région anglophone en 2-3 mois ou en 2-3 jours, on aurait commencé à oublier. Oui, Dans le mais Nord, regarde en c'est fait, pareil. Il aurait certainement voilà, sécurisé le pays, tenir le discours et dire, bon voilà, la nouvelle marche à suivre en tant que nouveau président et nouveau leader, on avait le suivre. Il est ça calme. c'est vrai, ça c'est vrai. C'est vrai que Continue. du côté du peuple, on aurait accordé toute notre confiance à Maurice Kamto s'il allait dans cette direction. Mais regarde un peu, tu as abordé le sujet de la thématique en fait de la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. Là où je vois un peu problématique une éventuelle action de Maurice Kamto en nous incitant à aller dans les rues, c'est est-ce que les crises qu'il y a déjà au Cameroun, bon, je veux prendre Boko Haram comme une crise qui est en train de finir et la crise anglophone qui est à, je sais pas, qui est à son paroxysme en fait, donc c'est vraiment bouillant avec ce problème. Est-ce que ça n'aurait pas été une occasion pour le gouvernement mis en place de tous nous massacrer une fois parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est un gouvernement qui n'a peur de rien, c'est un gouvernement qui a toujours eu recours à certaines méthodes pour imposer sa loi. Il faut quand même qu'on se le dise parce que si tu te rappelles, je sais pas, il y a ce qu'on appelle le commandement opérationnel, ce qui s'est passé dans les années 2000 à Douala et tout ça. Il y a eu des jeunes qui se sont fait massacrer simplement parce qu'ils étaient garçons et ils avaient un certain âge, peut-être 14 ans. On les considérait comme des criminels. Juste pour cette raison, il y a des gens qui se sont massacrés, il y a eu des familles qui ont perdu leurs enfants. Donc tu te rends compte que si l'enjeu est déjà au pouvoir suprême qui met en danger, qui met en péril comment dirais-je, l'existence même du pouvoir suprême qu'ils ont imposé là-bas à Itoudji. Mais tu vas savoir qu'ils vont tout mobiliser en fait pour se maintenir toujours au pouvoir. Et donc, peut-être si Maurice Kamto avait quand même eu ce courage ou cette bravoure de dire non, il me faut obtenir ce qui me revient de droit, autrement dit le pouvoir suprême et tout dit, bah, peut-être aujourd'hui on serait dans un bain de sang qui, voilà, qui peut-être risquerait d'être le pire de toute l'Afrique centrale. Comme peut-être aussi, on Oui, pourrait être dans il le y a cadre deux de hypothèses. la Il y a deux sérénité. hypothèses. Tu as Il y a... évoqué un seul côté, un seul aspect. Je te rappelle aussi que dans un autre sens, ça aurait pu être bénéfique Oui, là je et suis d'accord. c'est beaucoup plus, Moi-même, j'aurais cette souhaité, hypothèse est beaucoup plus plausible. bon, On aurait pu peut-être arriver ce que moi je à me dis une par paix. exemple, ce que moi je me dis par exemple, c'est bon, voilà, si Maurice Kamto n'a pas fait ça, il n'a pas fait ceci, comment pourrions-nous donc, nous, peut-être le peuple, et aussi avec certains politiciens, même toujours Maurice Kamto, parce qu'il faut se dire la vérité, il est Là nouveau où dans tu la te politique. trompes, c'est qu'il ne faut pas, là où tu te trompes, c'est qu'il ne faut pas compter sur le peuple. Bon, Comme Confucius le disait, le peuple est bête. voilà, c'est Et c'est clair. dans tous les peuples du monde. Tous les peuples ne sont pas suffisamment. Au Cameroun, combien de Camerounais ont le bac? Combien de Camerounais ont le BEPC? Combien de Camerounais savent bien lire et écrire? Combien de Camerounais, bien qu'ils aient même été à l'école, sont capables de comprendre la politique de leur propre pays? Il faut toujours à un certain moment une poignée de personnes qui décident du destin d'un pays. Ce n'est pas toute la foule qui va se Non, lever et non, dire là, voilà. je suis tout à fait Il d'accord faut avec qu'à un toi. Là, je suis moment, tout à fait d'accord avec toi. il faut qu'à un moment, il y ait des gens qui ont des couilles pour dire on se lève, on dit stop à tout ça. D'ailleurs, quand il faut arrêter les gens qui ont déclenché une insurrection, on n'arrête pas 20 millions de personnes. On arrête quelques têtes, on arrête quelques leaders, parce que ce sont ces leaders-là qui déclenchent le mouvement. Il y a donc quelqu'un qui est en bande de femmes quelque part, quelqu'un qui est à Tcholirena, au nord là-bas, qui entend que, mais attends, il y a une marche quelque part. Lui aussi, parfois même sans raison, sans se poser des questions, va aussi tomber va aussi descendre dans les rues manifester comme tout le monde. Mais parfois, tu lui demandes pourquoi tu es en train de manifester, il ne peut pas te dire. Parce que le peuple, à la base, n'est pas suffisamment intelligent pour Mathieu prendre certaines décisions. n'a C'est pas, la voilà. raison pour laquelle tous nos droits sont remis à quelqu'un qui va plaider notre cause ou alors qui dirige en notre nom.
Là, C'est là, encore. là, c'est vrai. Bon, je vois un peu dans les commentaires, certaines personnes disent que bon, peut-être enfin, je suis Sardina, peut-être, je sais pas si c'est adressé à moi, mais que C'est Rome dans le Léviathan qui disait euh, j'autorise cet homme ou cette assemblée et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à condition que tu lui abandonnes tes droits et que tu autorises ses actions de la même manière. C'est pas, il ne faut pas 20 millions, il faut une poignée de personnes. Et à un moment, cette poignée-là dirige parce qu'il y a le peuple derrière qui a décidé de lui donner ses voix, qui a décidé que cette personne, en fait, parle à sa place. C'est aussi simple que ça. Non, les gens aussi pensent que pour, tous les Camerounais qui sont en Allemagne sont des beaux ailleurs. Il y a quelqu'un là-bas en commentaire qui a demandé tu es dans quel camp en Allemagne. Donc pour eux, tous les Camerounais qui sont en Allemagne ah, sont des mais là, connaisseurs. c'est vrai, là, Karim a raison. Bon, si par Bozaïeux, il veut dire ceux qui ont traversé la Méditerranée, c'est plutôt faux, c'est Bah pas voilà. vraiment vrai, mais s'il veut dire ceux qui travaillent beaucoup, ben là, il a tout à fait raison, parce qu'en Allemagne, ça. Il y a beaucoup, il y a des milliers, la première génération d'ailleurs, les beaux ailleurs, c'est récent. Des milliers Ouais. de Camerounais qui sont en Allemagne sont des intellos, Non, là, des c'est clair, ingénieurs, tout ce que c'est tu vrai, veux, voilà. c'est vrai. Oui, il y Ah, a des ça, gens qui pensent que tu es dans un. Il m'a même demandé tu es dans quel camp pour là-bas. Quand ah, j'ai non. vu moi, je voulais rigoler. Je voulais rigoler, mais, mais en même temps, je ne voulais pas te troubler. mais regarde, euh, toujours concernant Maurice Kamto, mais est-ce que lui aussi, ce n'est pas une stratégie qu'il adopte? Parce que je me dis, avec Maurice Kamto, on n'a encore aucun passé de lui, on n'a encore aucune expérience de Maurice Kamto. Il a fait bonne impression chez les Camerounais, il a commencé avec très bonne impression, il a fait ses premiers pas dans la politique de façon impeccable, il n'y a rien à reprocher là-bas. Seulement, bon, on a beaucoup espéré de lui. Là, on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes. Stratégie. Stratégie dans la stratégie. Stratégie dans la stratégie. Il a même d'ailleurs de très belles stratégies. Sauf Ouais, que la stratégie ici, ce n'est pas l'action. Il est encore dans c'est la aussi vrai. pensée. Stratégie, de très belles stratégies qu'il a élaborées. Je suis d'accord avec tout ça. Sauf que depuis le, je sais pas, fin octobre, Bia s'est imposé et les choses continuent. Il a nommé les ministres, son gouvernement est là. Les choses avancent bien. Et tous les jours, on a même des nouvelles du palais. Hein. Loin de ce que les gens disent que Bia est fatigué, Bia est mort, Bia est en forme. Ça dit que mais le gars mange le sanda, il mange des trucs au palais. Vous voulez qu'il parle? Le gars est en forme. Loin de ce que les gens racontent. À un moment, la stratégie ne sert à rien. Il y a des moments, on décide, on dit ça sort comme ça sort. Tout le monde peut faire la stratégie, hein. Tout le monde peut faire le business plan, tout le monde peut faire une stratégie, élaborer tous les plus grands concepts, les plus beaux du monde. Mais il y a un moment, tu te dis, OK, je mise 100 000 euros dans ce business, ou ça passe ou ça passe. Il faut prendre des décisions. Et derrière ce qui arrive, tu assumes. En politique, parfois, c'est ça. Soit tu vas, tu gagnes par les urnes, soit parfois même par un coup d'État. Si le président Jerry Rawlings n'avait pas fait de coup d'État au Ghana, le Ghana serait quoi aujourd'hui? Je rappelle que c'est par coup d'État. Il a pris le pouvoir au Ghana. Le Ghana qui est beau aujourd'hui, qui progresse, tout le monde apprécie. Il a pris le pouvoir au Ghana, c'est suite à un coup d'État. S'il n'avait pas eu ces coups-là à un moment de dire, OK, le pouvoir est vacant, je dois le prendre. Après ce coup d'État. Si Sankara n'avait pas eu le courage à un moment de dire, OK, je prendrai le pouvoir. Sankara n'a jamais été élu par le peuple burkinabé, hein. Mais en 4 ans, il a transformé le pays. Kadhafi n'a jamais été élu par le peuple libyen. Mais en 42 ans, il a fait de la Libye un pays prospère et riche. D'un moment, on peut passer peut-être par une voie qui n'est pas louable, mais au final, on peut attirer l'attention de tout le monde en posant des bons actes et au final être adulé, être à la sortie, être adulé. C'est Et possible. il faut s'oublier, il y a Parce que aussi non, le sang va couler. Les Camerounais font comme si le pays était en paix. On dit non, que non, on a peur que le sang ça coule. c'est vrai, le Ils pays n'est oublient pas que en le paix. sang est déjà en train de Ça, couler depuis 2 ans. ça, il C'est faut le souvent ça qui dire. m'énerve. Les Il faut le Camerounais, on dire. a l'impression que le pays va très bien. On a Non, l'impression non, que le non. pays se porte. Pourtant, le sang est en train de couler. C'est un peu comme tu dis. Et à chaque fois, j'ai toujours l'impression qu'on insulte nos frères anglophones. J'ai toujours l'impression que les Camerounais anglophones ne comptent pas pour nous francophones. Quand les gens disent qu'on a peur que le sang coule. Mais depuis 2 ans, on est en train de massacrer les anglophones inutilement, sans raison, on est en train de les massacrer. Il y a les Camerounais qui vont te dire que de toute façon, on a peur que le sang coule. Quel sang? C'est déjà en train de couler. Ah, au Cameroun,
le Cameroun n'est pas un pays où la paix règne actuellement. On ne peut pas dire que la paix règne dans un pays où les militaires sont mobilisés de façon fréquente. On ne peut pas dire que la paix règne dans un endroit où il y a des populations par milliers qui fuient leur village. C'est les C'est populations qui souvent ce que je dis que parfois trop d'écoles tuent l'école. Trop de lois tuent la loi. Trop de légalisme tue la légalité. Ouais, c'est aussi quand même vrai. Parfois, tellement on a été à l'école à un moment, on devient même con. La plupart de ces gens-là qui à un moment ont fait le forcing, n'ont pas souvent bac plus 50. J'ai l'impression que tellement on veut rester droit, tellement on veut rester dans la droiture, à un moment, je pense qu'il fallait et faire le forcing dans ce pays, faire des marches un peu partout, organiser des marches, manifester au Cameroun, être un peu plus entreprenant. Ne veut pas dire qu'on va porter les armes pour combattre Biya, mais on pouvait soulever les masses dans tout le pays et faire une marche blanche sans que personne ne porte une arme. C'est aussi une façon de manifester son mécontentement. Exactement. On aurait pu, mais les gens ont renversé Blaise Compaoré au Burkina Faso après 27 ans de pouvoir. On ne l'a pas renversé par les armes. Quand je dis quand tu aurais pu, quand Paul-Éric Nguédi dit, quand tu aurais pu faire un soulèvement au Cameroun, il a bien précisé marche blanche. Mais il a raison quand il le dit. Moi, je suis pour ça. Et je l'ai dit ici plusieurs fois qu'à un moment, son Excellence Maurice Kamto, il est mou. Comme on dit, il est mou. Non, là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Bah oui, c'est juste que bon, moi, j'ai... discours, on est dans la légalité. Je ne peux pas marcher sur le sang des Camerounais pour aller à Edoudi. Mais le sang est déjà en train de couler depuis 2 ans. À un moment, il faut même que les Camerounais descendent dans les rues, qu'on l'arrête. On l'arrête, qu'on le mette devant, on dit que ce que tu as commencé. Mais oui, qu'on lui dise que va finir ce que tu as commencé. En fait, tu donnes le pouvoir à tout un peuple. Tout le peuple est derrière toi. Je dis bien, c'est rare. Hein? Ce que Éric Nguela a bien dit hier, il n'est pas facile de mobiliser les foules. Je ne connais pas quelqu'un à l'heure actuelle au Cameroun qui peut dire je serai à tel endroit et en moins d'1 heure de temps, il s'y rend et il mobilise des milliers de gens autour de lui. Impossible. Il n'y a pas d'heure pour le moment, il n'y a que Kamto qui peut le faire. Même Samuel Eto'o qui était adoré hier ne peut pas le faire aujourd'hui. Samuel Eto'o ne peut pas dire je serai à Edoudi ou bien je serai à Fandena. Dans 30 minutes, les Camerounais pour aller voir Eto'o. C'est mort, ça c'était avant. Le seul capable de le faire à l'heure actuelle, c'est Maurice Kamto. Mais ça ne profite pas au peuple camerounais. Il fait un discours aujourd'hui, après il disparaît pendant 1 mois. Biboum Nissak revient, il fait un petit discours, après il revient, il passe endormi. Foguet revient aussi. Mais on joue à quoi là? On est déjà en janvier, bientôt fin janvier, février, et les nouveaux ministres sont en train de s'installer. Et le même système continue, ça a perdu, et tout et tout. Mais le pire dans tout ça, c'est même de permettre au gouvernement en place. Cabral peut le faire. Tu es toujours avec ton Cabral. Cabral allait bronzer aux États-Unis là-bas. Il a fait le selfie partout. Il a pris l'argent des gens. Il allait manger aux États-Unis dans les hôtels. Tu es toujours là pour soutenir Cabral. Bon, comme je disais, Betty, c'est que oui. le pire dans tout ça au Cameroun, c'est que, enfin, avec la politique camerounaise, c'est de permettre au gouvernement en place de trouver son successeur. Là, on est encore parti pour peut-être 50 ans dans le même système. Parce que si Paul Biya décide de lui-même de se retirer de la politique, il faut voir ça avec un mauvais œil. Parce que là, il a préparé celui qui va le remplacer, ou du moins ses proches. Je parle bien sûr de ses ministres et tout ça. Ils auront préparé celui qui va faire perdurer le même système. Et le véritable danger, en fait, ce serait l'illusion dans laquelle les Camerounais seraient donc tombés à ce moment-là. Parce qu'on va se dire, enfin, il y a eu un changement. C'est clair que le changement va se faire un jour. Je vais dire, le changement de la personne va se faire un jour. Mais la question de fond, c'est est-ce que le changement du système va pouvoir être mis sur pied? Est-ce que c'est quelque chose qui est prêt d'arriver? Est-ce que nous, Camerounais, nous sommes prêts de il y a aussi une pousse. Les questions que tu poses, hein, c'est des interrogations qui sont, à mon sens, légitimes. Il y a quelque chose que Maurice Kamto doit aussi comprendre, c'est que le temps aussi ne joue pas en sa faveur. Hein. Exactement. Il a peut-être 65 ans aujourd'hui. Dans 7 ans, il aura 72 ans. Je ne suis pas prêt à voter pour un président qui a 72 ans. Exactement. Il y a aussi cela. C'est le moment ou jamais. Il y a aussi cela. Et vu l'opposition d'aujourd'hui, vu la notoriété que Maurice Kamto a, ce serait un peu difficile qu'un autre candidat, beaucoup plus jeune, beaucoup plus ambitieux, se démarque aussi du lot comme l'a fait Maurice Kamto pour assurer quand même cette
ce côté jeune de l'opposition, si je puis dire comme ça. Voilà. Mais là, c'est le risque qu'on a entré, le risque, enfin, je vais dire quoi? Ce qu'on a on n'a pas pu faire aux élections de 2018, c'est quelque chose, c'est une opportunité qui ne nous sera plus jamais donnée, en fait. Parce que là, les prochains 7 ans qui sont en train d'aller, M. Paul Biya, c'est quelqu'un qui vieillit, on ne va pas le nier, peu importe sa longévité, il va finir un jour par mourir comme tout être humain. Et ce qu'il fait en tant que stratège et en tant que et ses collaborateurs aussi, ses proches, ses ministres, tout ça sont aussi des personnes qui réfléchissent. Bah, malheureusement, ils réfléchissent dans un autre sens, pas dans le sens vraiment qui est bénéfique au peuple. Ils réfléchissent toujours comment faire pour assurer une certaine notoriété politique et, je vais dire quoi, moi, je ne veux plus utiliser les termes un peu trop extrêmes, mais tout le monde le sait. Tout le monde sait comment ça se passe au Cameroun lorsqu'il s'agit de gouvernement. C'est toujours des gens qui pensent à eux. Ils sont dans un égocentrisme qui n'a pas de nom. Et donc, eux aussi, ils vieillissent. Ils ont des enfants qui sont dans les grandes écoles, les NAM et tous ces consorts. Ils ont un avenir à préparer pour ces enfants. Mais vous croyez que ces enfants, ils vont aller travailler où? Dans le gouvernement français? C'est au Cameroun qu'ils vont rester. Ils sont jeunes aujourd'hui, ils sont dans la force de l'âge. Ils ont les 30 ans, 35 ans. Mais c'est demain, ils vont prendre le poste de papa. Papa était peut-être, il était peut-être ministre de la communication. Bah voilà, je commence mes premiers pas à l'ENAM. Demain, je suis dans tel poste de responsabilité, et ainsi de suite, ainsi de suite. 50 ans, nos enfants auront les mêmes dirigeants, mais sauf que la personne aura changé. Mais le système peut-être va même s'empirer parce que le temps passe, les choses changent. Mais est-ce que dans notre cas, ça va changer en notre faveur? Là, c'est la question qu'il faut se poser. Et c'est non. C'est non, un gros nom, N-O-N, c'est tout. Au Cameroun Voilà, aujourd'hui, merci. Merci, mon frère. Merci de ton non, intervention. non, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de Voilà. quoi. Très bonne Y a soirée pas- à toi. Alors, merci voilà, à tous ceux-là qui ont pris le temps de regarder le live. Mike William prend Serge, il te fume un peu, dis donc, je sais pas de quoi il parle, restons mobilisés, concentrés, non, c'est juste pour rigoler. Serge, c'est un frère, hein, j'ai rien contre lui, lui, pareil, j'imagine. Il y a des points où chacun sa perception du monde. On n'est pas obligé d'être des amis, on n'est pas obligé de s'entendre. Chacun fait comme il veut, chacun vit comme il peut. Personne ne paye le loyer de l'autre. Voilà. Alors, sauf que le plus important, c'est qu'on doit être mobilisé autour d'un seul et même projet, la libération du Cameroun. Ça, c'est le plus important. Les petits guégués, les petits égos, tout ça, pour moi, ça passe juste, ça vient après. Très loin derrière d'ailleurs. Pour moi-même d'ailleurs, ça ne compte pas. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Je vais être obligé de couper. N'oubliez pas de partager, continuez de partager le live, c'est très important. Alors, très très bonne soirée. Je vous reviens certainement demain avec un nouveau live.